Bienvenue aux entrevues Entrepôt du hockey. Diane Ouellette, créatrice de la page Parlons de hockey mineur. Pourquoi parler de hockey mineur? Parce que ça bouillonne d'expériences de vie. Il y a des gens passionnés qui y sont au hockey mineur. Ça peut être des jeunes hommes, des jeunes femmes, garçons, filles. Ça peut être des parents, des administrateurs, des voisins, des voisines. Tu vas peut-être découvrir des coins de pays que tu visiterais jamais si tu n'es pas au hockey mineur. Tu vas peut-être te faire des amis que jamais tu aurais rencontrés si tu n'avais pas été là. Mais tu vas peut-être en vivre, tu vas peut-être faire une carrière et ça va peut-être même te permettre de redonner grâce au hockey mineur. Ce que j'aime faire à l'intérieur de ces entrevues-là, c'est de vous faire découvrir des gens ou des aspects de jeu qu'on ne connaît pas. Oui, on sait que les garçons, les filles, les personnes qui ont des limitations avec le hockey luge peuvent y jouer. Saviez-vous qu'il existe une équipe pour les sourds et les malentendants? Et oui, ils peuvent même jouer aux Jeux olympiques, championnat canadien. Mais j'ai avec moi un des entraîneurs associés de cette équipe-là depuis 2008, M. Patrick Bergeron. Bonjour, Patrick. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette entrevue-là. Écoute, moi, ça fait des années qu'il est impliqué au niveau du hockey. J'ai appris tout récemment qu'il existait une équipe pour les sourds et les malentendants et tu en es l'entraîneur associé. Peux-tu nous parler de ça? Mais avant, c'est qui ça, Patrick Bergeron? Comment le hockey est rentré dans ta vie, Patrick? Bien, Pat Bergeron, c'est un petit gars de Montréal-Nord. C'est un petit cul qui a traîné sa poche sur son dos pour aller à l'aréna, puis qui était passionné du hockey. Puis, comme tout jeune Québécois, on aspirait à vouloir faire quelque chose dans le hockey. Puis, j'en ai pas fait de carrière nécessairement professionnellement, mais je peux dire maintenant que officiellement, je fais pratiquement du hockey à temps plein, donc je fais pratiquement du hockey de ma vie, donc j'ai atteint un certain objectif. Puis voilà, donc je suis content d'être où je suis présentement. Puis comme on discutait tantôt, de redonner aux jeunes ce que moi j'ai eu la chance d'avoir là, dans ma jeunesse, dans mon adolescence. Et toi, comme joueur, quel niveau as-tu joué? OK, j'ai joué au Midget 3, j'ai joué collégial 3, je suis allé ensuite jouer quelques années dans les Maritimes, donc j'ai joué à l'Université de Moncton, puis j'ai joué quelques années aux États-Unis, dans la East Coast, la Western, et puis je suis revenu terminer ma carrière dans la Ligue senior, qui est maintenant la Ligue nord-américaine. Puis une journée suite à une mise en échec où j'ai eu une commotion cérébrale, bon, je suis revenu à la maison. Ma conjointe est enceinte de notre premier. Puis, à un moment donné, j'ai pris un pas de recul. Je me suis dit, bon, je m'en vais avec ma carrière. Puis, je pense qu'elle était pas mal achevée, pas mal avoir fait ce que je voulais à ce moment-là. Puis, je voulais passer à autre chose. Un ami m'a téléphoné. Puis, m'a demandé voir si ça me tentait de m'impliquer dans le coaching. Puis, honnêtement, ça fait quelques années que j'y pensais. Puis c'est comme ça que ça a parti. Donc, je suis allé à entraîneur adjoint au Bantam 2A. Puis après ça, ça n'a jamais arrêté. Donc, j'ai poursuivi mon cheminement. Je suis coaché Midget 3 aussi. Martin Bernard m'a donné une chance de coacher à Magog. Puis j'ai coaché 4 belles années à Magog. J'ai coaché une autre année aussi avec les Gaulois du Collège Antoine Giroir. Puis, depuis maintenant 11 ans, je suis dans la Ligue junior 3 du Québec. Là. Maintenant, cette année, je suis avec les Cobras de Terrebonne. Là. Donc, puis, à travers tout ça, j'ai eu des belles expériences, dont l'équipe Québec des sourds et malentendants et l'équipe nationale aussi. Donc, ça fait partie du processus que je vis depuis quelques années. Comment c'est arrivé, ça, cette équipe-là, cette opportunité-là que tu as eue de faire la rencontre d'une équipe nationale comme ça? En fait, en 2007, j'ai un ami à l'époque, Jacques Blouin, qui travaillait pour la Fédération de Hockey Québec. Puis, ça avait sorti sur leur revue de presse, puis qu'il y avait une demande pour un entraîneur-chef pour l'équipe provinciale pour les championnats canadiens à Whitby en 2008. Donc, le défi m'intéressait parce qu'au niveau du coaching, je cherche toujours à repousser mes limites, toujours à essayer d'être un meilleur entraîneur, toujours à aller chercher le plus d'informations possible. Puis, coacher des malentendants, ça va être un défi intéressant. Dans tout, l'interprète est très important parce que c'est vraiment lui qui est le lien entre toi et les joueurs. Je donne un exemple. En séance vidéo, normalement, l'entraîneur est à l'avant avec son ordinateur, puis il parle à ses joueurs, puis il fait du tableau. Avec les malentendants et les sourds, c'est différent. L'entraîneur est à l'arrière complètement des joueurs. C'est l'interprète qui est en avant
et qui fait la job de l'entraîneur pendant que l'entraîneur envoie les séquences vidéo. Donc, même au niveau de la préparation des entraînements, un truc que nous, on avait trouvé, c'est qu'on faisait surtout en tournoi, on faisait des petits meetings le matin où on présentait l'entraînement d'avance. Donc, les joueurs arrivaient à l'entraînement, il y avait déjà une idée des exercices qui s'en venaient. Donc, on gagnait beaucoup de temps au tableau. Donc, c'est une dynamique complètement différente. Il s'agit juste de s'ajuster à tout ça. Mais quand on parle de former une équipe de hockey, c'est le même principe que les autres équipes. Vous cherchez les joueurs qui sont le plus en forme. Je présume que vous faites des camps de sélection. Oui. C'est le même processus. Exactement. Là, lorsque on s'apprête à partir un cycle de 4 ans ou un cycle olympique, bien entendu, il y a du recrutement qui est fait pendant une année. On reçoit beaucoup d'informations de gens de notre entourage qui sont allés dans des tournois, sont allés à des arénas où ils ont vu des joueurs sourds ou malentendants qu'on ne connaissait pas, puis qu'on réussit à retrouver et à créer un lien avec eux et les inviter. Puis il y a des sélections qui se font, puis ensuite, à la suite des sélections, il y a toujours le championnat du monde qui suit. Puis ensuite, les Jeux olympiques qui suivent. Donc, c'est le cycle de 4 ans qui fait qu'on se prépare là, au but ultime, c'est de remporter la médaille d'or aux Olympiques. Mais en fond, on dit les Deaf Olympiques, les Jeux olympiques pour malentendants et sourds. Est-ce qu'il y a une ligue qui existe? Oui, il y a des ligues qui existent. Pas une ligue nécessairement organisée comme genre la LHEQ, mais il y a des ligues qui existent 3 contre 3 ou des ligues 5 contre 5. Il faut dire que la communauté des sourds et des malentendants, c'est une petite communauté. Donc, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme on peut retrouver normalement dans une ligue, mais il y a des ligues qui se créent un par-ci, par-là. Puis, nous, des fois, ça nous permet d'aller faire du recrutement. Quand on entend parler qu'il y a un nouveau joueur dans une de nos ligues, on peut se présenter à l'aréna, aller voir, faire une évaluation, savoir est-ce qu'il y a le niveau pour jouer avec l'équipe nationale ou pas. Il y a des entraîneurs de partout au travers. Le Canada, moi, je représente le Québec. On a un entraîneur de l'Ontario, 2 entraîneurs dans l'Ouest. Donc, on communique régulièrement là, quand on va appeler ça des nouvelles trouvailles, quand on a des joueurs là, qui pourraient être intéressants pour le programme. On peut penser à un bassin de combien de joueurs à peu près chez les sourds et malentendants? Oh, ça, c'est une bonne question. Bien entendu, comme c'est pas différent que le hockey pour entendants. Là. Si on regarde les équipes nationales, il y a beaucoup plus de joueurs de l'Ontario que n'importe où à travers. C'est sûr. Ayant plus de gens qui y vivent, nécessairement, effectivement, on n'y échappe pas. Donc, je ne pourrais pas te donner un chiffre, mais ce n'est pas une grosse communauté. Ils se connaissent, à travers le Canada, là, ils se connaissent tous pratiquement. Probablement, hein? Oui, et si, advenant le cas que quelqu'un écoute cette entrevue-là, puis il connaît un malentendant ou il connaît quelqu'un qui pourrait effectivement continuer à jouer son sport favori. Comment ça se passe? Il communique qui? Comment ça fonctionne? Il pourrait d'emblée communiquer avec l'Association sportive des sourds du Québec. Donc, eux pourraient nous envoyer l'information par la suite ou peut rentrer en communication avec moi. Là, je suis sur les réseaux sociaux, donc facile à trouver. Très simple de nous rejoindre. C'est facile. Et vous avez connu du succès. Tu le disais tantôt, votre arrivée, en tout cas ton arrivée au sein de cette équipe-là, a permis au Québec en 2008 de venir se démarquer avec la médaille de bronze. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as au moins 2 Jeux olympiques? J'en ai 3 en fait. Okay. Suite à Whitby, championnat canadien, de façon inattendue, je reçois un appel d'un responsable de l'équipe nationale qui m'indique avoir remarqué mon travail. Il voulait discuter de tout ça avec moi. Puis, suite à notre discussion, on m'a demandé si j'avais de l'intérêt à vouloir postuler sur un des postes d'entraîneur. Bon, à ce moment-là, je voulais pousser le défi un petit peu plus loin. Coacher une équipe de sourds et de malentendants en français, c'est une chose. Maintenant, d'y aller en anglais ou bilingue, parce qu'on a des joueurs des deux langues dans la même équipe, quand on sait que 30 à 35% du français à l'anglais signé se ressemble, le reste, c'est autre chose. Donc, c'était un autre défi supplémentaire, puis ça me tentait de le relever. J'ai accepté l'invitation pour, en 2009, se présenter à Winnipeg pour le championnat du monde de hockey pour malentendants. On a terminé 2e en finale contre la Finlande. C'était un match où on a été
on a voulu utiliser la façon canadienne de jouer au hockey. Et puis, l'arbitre a décidé que ce n'était pas comme ça qu'il voulait officier le match. Donc, ça n'a pas tourné à notre avantage cette année-là. Mais c'est ça. Donc, j'ai, à ce moment-là, en 2009, là, vraiment entré dans le programme national pour la première fois à Winnipeg, au championnat du monde. Puis, bon, j'ose espérer que je fais un bon travail puisque depuis ce temps-là, là, je suis encore avec l'équipe nationale puis on m'a encore demandé là, de faire un autre cycle de 4 ans. Et voilà. quels ont été par la suite vos résultats? Est-ce que ça a été des meilleurs résultats? Bien, déjà, deuxième, ouais. On s'entend que c'est excellent. Là. Oui, chronologiquement, en 2013, en 2011, on a eu les Deaflympics en République tchèque. On s'est déplacé là-bas en avance pour se préparer. Puis, en plein milieu de notre préparation, on a entendu que les Jeux olympiques avaient été cancellés. Donc, il semblerait, bon, on n'a pas toute l'information, il semblerait qu'il y aurait eu une fraude, qu'il y a de l'argent qui aurait disparu, qu'on a manqué de fonds pour compléter le tournoi. Donc, tout le monde a dû retourner chez eux. C'était une grosse épreuve, une grosse déception pour tout le monde. On s'était préparé depuis plusieurs années. Donc, on est retourné chez nous, puis on a recommencé à retravailler sur notre équipe. Puis en 2013, on est allé en Finlande. Donc, OK, c'était reporté 2 ans plus tard. Exact. En 2013, okay. on est allé en Finlande, puis on a eu champion du monde. On a fini deuxième encore. On s'est fait battre par les Russes en finale. J'ai été 2015 en Russie. Donc, c'était les autres Deaflympics. Encore une fois, on a fini deuxième. On a perdu encore en finale contre les Russes sur leur territoire. Et 2017, c'était le championnat de Buffalo. On a fini deuxième encore, battu en finale par les Américains. En 2019, ça a été Italie, les derniers Deaflympics qu'on a fait, et on a encore perdu contre les Américains en finale. Donc, on a plusieurs médailles d'argent. Vous êtes des bons deuxièmes. Oui, on a plusieurs médailles d'argent. Mais sauf qu'on peut espérer être premier à un moment donné. J'imagine que ça fait partie de vos objectifs. Oui, effectivement. On n'est pas la seule nation qui développe dans leur programme de sourds et de malentendants. Là, il y a plusieurs bons pays qui investissent beaucoup. Les Américains ont un programme exceptionnel, donc il y a plusieurs joueurs dans leur rang qui jouent au niveau NCAA de haut niveau. Donc, c'est du hockey de très haut niveau. Là. Les gens pensent que ça... C'est ce que je voulais te demander, Patrick. Tu parles de programme qui est exceptionnel au niveau des États-Unis. Au niveau canadien, québécois, qu'est-ce qu'on offre comme programme? Écoutez, si je peux comparer le niveau de jeu, là, ça va ressembler beaucoup à l'universitaire canadien. Oh, en général. Quand même, c'est assez rapide. On a des joueurs qui jouent junior majeur un peu partout au Canada. On a des joueurs qui jouent universitaires américains, universitaires canadiens. On a des joueurs qui jouent professionnels en Europe. On a des joueurs qui jouent professionnels dans la East Coast ou dans ces ligues-là mineures aux États-Unis. Donc, on a des très bons joueurs de hockey qui font en sorte que le niveau de compétition est très élevé. Donc, c'est pas n'importe qui peut jouer à ce niveau-là. Honnêtement, quand je parle de ça, les gens pensent que c'est une ligue de bière un peu plus forte, mais c'est plus que ça. C'est vraiment des athlètes. On parle d'athlètes. Absolument. On parle d'athlètes qui jouent de haut niveau de hockey. Là, mais c'est pas connu. Non, tristement. Pourquoi c'est pas connu? Pourquoi on n'en parle pas On entend parler, exemple, du hockey luge, je le mentionnais tantôt, où est-ce qu'on le sait qu'il y a des championnats canadiens, tout ça, mais pour les sourds et malentendants, on ne connaît pas cette... Comme je mentionnais tantôt, c'est une petite communauté, ils sont tissés serrés, ils aiment faire les choses, ils font les choses à leur manière, ils ne veulent pas brasser. Donc, pour eux, ce n'est pas une nécessité que ce soit véhiculé nécessairement comme le championnat du monde junior l'est. Ça devrait l'être un peu plus, effectivement. Je pense qu'ils sont très humbles et ils ne veulent pas faire de brouhaha avec tout ça, mais en même temps... c'est ça. Au-delà du brouhaha, il n'en demeure pas moins que c'est un hockey, d'abord, tu l'as dit toi-même, de haut niveau. C'est un hockey qui est accessible. On sait que c'est une clientèle minoritaire par le fait même. On parle des sourds et malentendants. Mais cependant, c'est quand même, et ça existe pour vrai. C'est existant. On parle de championnats, de Jeux olympiques, de programmes d'entraînement. Je présume que vous avez aussi des conseillers techniques, vous avez des programmes sur glace, hors glace aussi, qui sont offerts à ces athlètes-là. Il y a des choses sur lesquelles on
on travaille aussi là, comme des écoles de hockey. Il y en a beaucoup. Au Québec, on n'en a pas encore, mais dans l'Ouest canadien, il y a des écoles de hockey où ils essayent le plus possible d'aller les chercher à plus bas âge. Ça, c'est une idée qu'on a prise du côté américain. Il y a une grosse école de hockey là, de Stan Mikita qui appelle là, dans la région de Chicago. Puis, donc, ils ont une grosse école de hockey là, pour les jeunes joueurs de hockey, là, sourds et malentendants. Donc, ils rentrent les joueurs dans leur processus d'évaluation et de développement à très bas âge. Là. Donc, on commence tranquillement, nous aussi, de notre côté. Là, ça a commencé beaucoup plus dans l'Ouest canadien, l'idée d'une école de hockey qui est en train de se bâtir là-bas. Mais on aimerait ça l'amener au niveau national, là, mais c'est des choses qui sont longues à travailler. On est facile à trouver pour une personne sourde ou malentendante qui veut s'impliquer ou qui veut faire partie du processus d'évaluation de développement. Par contre, le contraire est beaucoup plus difficile. On sait que les informations sont des informations personnelles. Donc, on ne peut pas se fier nécessairement à la fédération ou à un hockey mineur pour nous donner un coup de main là-dessus, et avec raison, puisque c'est des informations qui ne peuvent pas nous divulguer. Ils ne peuvent pas être divulguées, effectivement. Là, ce serait beaucoup plus facile si on avait cette information-là venant de la fédération, bien entendu, là, avec compréhension. Il y a une question de respect de la personne. La vie privée. On parle vraiment de l'intimité un peu plus, là, qui ne sont pas accessibles à la grande population. Effectivement. Ça, hein? Ouais, c'est arrivé dans le passé qu'on a eu de l'information, de connaissances, puis on a communiqué avec le joueur, puis que le joueur a simplement refusé, parce que dans son cheminement personnel, il n'était pas rendu là. Ça arrive. C'est important ce que tu dis là. C'est pas tous les joueurs qui acceptent cet état d'être. Effectivement, il y a des joueurs qui viennent au monde avec cette surdité-là ou ce manque auditif-là, qui apprennent à vivre avec. À un moment donné, ils font un genre de deuil, puis qui sautent à pieds joints dans la vie. Mais il y a d'autres athlètes que ça arrive dans leur courant de la vie où ils perdent l'ouïe. Donc, des fois, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas rendus là à accepter qu'ils font partie d'un programme pour sourds ou malentendants. Puis, c'est de les laisser cheminer, puis un jour, peut-être que ces athlètes-là vont se rapporter, puis vont pouvoir aider l'Équipe Canada ou vivre des belles aventures, là, parce que ça en est des aventures. Là. J'ai fait le tour du monde avec ce programme-là. Là. Absolument. Donc, personnellement, ça m'a amené tellement de rencontrer des gens extraordinaires, mais en même temps, ça m'a fait visiter beaucoup, beaucoup de pays. C'est tout un processus, tu as bien raison, d'accepter un état de limitation, soit parce que c'est arrivé à la naissance ou encore parce que ça arrive dans notre vie, de faire des deuils, l'accepter. Mais sauf que le message que tu envoies là, c'est un beau message parce que tu es en train de dire que peu importe à quel moment le jeune athlète va avoir ce déclic-là, d'accepter son état d'être, puis que c'est un passionné de hockey, puis c'est un athlète, c'est possible de venir rejoindre cette équipe-là. Oui. Je présume que ça n'est qu'au niveau masculin. Est-ce qu'il y en a au niveau féminin? Il y a du hockey féminin. Oui, il y a du hockey féminin. C'est-tu beau? À Buffalo, on a eu une compétition Canada-États-Unis de hockey féminin. Elle n'est pas mondiale, malheureusement, parce que je pense que ce n'est pas tous les pays qui ont le bassin de joueuses nécessaire. C'est suffisant, OK. En volume et en qualité, bien entendu, pour être capable de jouer. Mais au Canada, on a une équipe féminine. Puis les Américaines aussi. Donc, ça apporte du hockey de qualité et plaisant à voir. Est-ce qu'il y a des Québécoises à l'intérieur de ce hockey-là? Oui, il y en a. Je ne pourrais pas te donner leur nom parce que je ne suis pas sur l'équipe féminine, mais je pense qu'il y en a 3 ou 4 de mémoire. C'est même des joueuses qui jouent universitaires ici, là, soit à Concordia, McGill, ou une de ces équipes-là universitaires ici là, au Québec. C'est absolument extraordinaire. En tout cas, j'espère que cette entrevue-là va permettre d'abord de faire connaître qu'il y a du hockey, non seulement pour les garçons et les filles, pour les hockey-luges avec des limitations, mais aussi pour les sourds et malentendants. Si vous avez, je le répète, s'il y a des gens autour de vous qui sont des athlètes et qui ont cette réalité-là, qui vivent avec cette réalité-là, bien, c'est possible pour eux de joindre ou de rejoindre du hockey de haut calibre. C'est extraordinaire. Oui, effectivement. Puis, peu importe d'où on vient, là. Il n'y a pas de région, il n'y a pas de ville.
Peu importe où on est rendu dans notre cheminement personnel, nous, la porte est toujours ouverte. J'ai vécu dans le passé des joueurs qui se sont présentés pensant être prêts. Puis lorsqu'ils ont été obligés d'enlever leur appareil pour embarquer sur la glace, se sont aperçus qu'ils n'étaient pas prêts à faire ce sacrifice-là. Donc, ils sont retournés à la maison, ils sont revenus quelques années plus tard, puis ont fait le saut, puis ils sont présentement sur l'équipe nationale. Donc, on y va à la vitesse à laquelle ils sont prêts à faire le saut. Ils sont toujours les bienvenus. Patrick Bergeron, quelle est ta plus grande qualité? Je pense que je suis un passionné. Puis je pense que tu n'as pas le choix. C'est comme qu'on disait, je fais du hockey pour une chose, c'est pour les jeunes. J'ai eu la chance dans ma jeunesse, mon adolescence, d'avoir des entraîneurs et des personnes incroyables qui ont croisé mon chemin, qui ont fait en sorte que je pense que je suis devenu une bonne personne. Puis si je suis capable de changer la vie d'une personne, mais je pense que ça va avoir valu la peine. C'est quand même étonnant qu'il y ait des filles québécoises qui y soient. Ouais. Non pas parce que c'est des Québécoises, mais quand tu parles de population effective au niveau hockey, ben nous, au Québec, avec notre hockey féminin, qui semble être un peu plus limité, on n'a pas tant que ça d'université, exemple, qui offre ce niveau-là. Tu me dis qu'il y en a quand même qui se joignent à cette équipe-là. Moi, c'est fascinant. Je trouve ça fascinant. Oui. Puis tu sais, c'est ce qui est plaisant dans ce sport-là, c'est que quand ils embarquent sur la glace, ils doivent enlever leur appareil. Fait que tout le monde est au même niveau. Peu importe ton niveau de surdité, ton appareil a disparu, donc tu n'as plus d'avantage de rien. Donc, tu peux être totalement sourd ou à 50 ou à 75 une fois que ton appareil est enlevé. Tout le monde devient sur le même niveau. Puis, c'est une belle chose. C'est un beau programme. Puis, je suis très, très content d'en faire partie. Puis, peut-être que je vais me retirer quand je vais avoir une médaille d'or. Parce que là, le mur est plein de médailles d'argent. Puis, on aimerait s'en avoir une en or, mais... Ben, on va te le souhaiter. Merci, Patrick. On va te souhaiter la meilleure des chances dans tes futures compétitions. Merci infiniment. Merci bien. Bonne journée.